Bien, chers amis, bon matin. Bienvenue au Collège de France pour cette rencontre intitulée « L'architecture moderne, promesse ou menace », dont je vais présenter les grandes lignes et les intervenants de la matinée. Le programme est un peu modifié. J'espère que tout le monde aura le temps de parler ce matin. Sinon, nous décalerons peut-être Jean-Louis Violot à cet après-midi. En effet, Vincent Feltès, à qui j'avais demandé de prononcer quelques paroles conclusives, est devenu, entre le moment où je l'ai invité et le jour d'aujourd'hui, conseiller à la présidence de la République, avec donc toutes les suggestions horaires, programmatiques et les imprévus que cela suppose. Et il m'a demandé de pouvoir intervenir ce matin entre une réunion et un avion. Donc nous attendrons qu'il arrive et nous le glisserons dans le programme quand il apparaîtra. J'excuse aussi à sa demande Pascal Horry qui doit s'évaporer peut-être avant la fin de la séance. Cette période est en effet très dense en soutenance, jury et autre chose. Donc ce matin, dans cette rencontre, plusieurs interventions de mes excellents collègues venus d'ailleurs. Je présenterai cet après-midi les intervenants qui suivront. Je voudrais commencer par dire un mot sur chacun d'entre eux. Donc Christian Freigang, qui est historien de l'art et professeur à l'Université libre de Berlin. Il a enseigné à Göttingen et longtemps à Francfort, et il a pris la chaire d'histoire de l'art et de l'architecture moderne à l'Université libre de Berlin il y a peu. On connaît peu ses publications en France, au-delà de quelques traductions, ses contributions à l'encyclopédie Perret, publiée il y a quelques années, sa contribution au catalogue de l'exposition de Strasbourg, Interférences. Il a organisé beaucoup de rencontres sur Hans Pölzig, sur le Siam de Francfort, sur Henri van de Velde. Et il a surtout laissé un livre remarquable, et je m'en bornerai là, sur Auguste Perret, le débat architectural en France au début du XXe siècle, un livre qui n'est regrettablement toujours pas traduit et qui est exactement au cœur du thème de la discussion d'aujourd'hui, puisqu'il situe Perret comme personne ne l'a fait avant et après lui, dans le champ de la politique française et dans le champ du débat d'idées français. Il a beaucoup travaillé sur les questions des utopies urbaines également, notamment à l'occasion d'un texte que vous pouvez lire dans le petit volume sur les métropoles que j'ai dirigé avec Hartmut Frank il y a quelques années. Pascal Horry interviendra ensuite. Il est professeur d'histoire à l'Université de Paris 1, à la Sorbonne. Il enseigne aussi à Sciences Po et à l'INA. Il a publié énormément de livres passionnants, beaucoup d'ouvrages collectifs. J'évoquerai son petit que sais-je, l'histoire culturelle, un livre très important dans lequel les relations entre culture et politique sont apparues. Je pense à et qui a en plus un très joli titre, La belle illusion, culture et politique sous le signe du Front populaire. Il s'est intéressé, comme Jean-Louis Violot d'ailleurs, touchante coïncidence, pourrais-je dire, à l'entre-deux-mai, donc à l'histoire culturelle de la France entre mai 68 et mai 81. Et il a récemment conduit la publication d'un dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. Très remarquable ouvrage collectif, tout à fait surprenant. Peter Uitenhove, quant à lui, est architecte, historien et professeur à l'université de Gand, où il dirige le département d'architecture et d'urbanisme. Il a donc des grandes responsabilités dans l'encadrement de la recherche. Il a travaillé dans le cadre de sa thèse sur l'œuvre de Marcel Lotz et publié sur Lotz, réussi à extraire d'une thèse qui faisait à peu près 2000 pages un ouvrage qui a un format parfaitement lisible et qui s'intitule Marcel Lotz, Action, Architecture, Histoire en 2009. Il a travaillé plus récemment, et je suis heureux qu'il ait accepté de revenir sur ses traces ici, il a travaillé plus récemment à l'histoire et à l'analyse du paysage en Belgique. Donc il s'est déplacé sur un front plus urbain et territorial. Quant à Jean-Louis Violot, il est sociologue et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Il a
il a publié en 2005 sa thèse de doctorat sur les architectes et mai 68, et en 81 un livre qui est une sorte de pendant sur les architectes et mai 81. Et alors que ce thème du rapport entre l'architecture et la politique l'a toujours intéressé, il n'a pas réussi à l'éviter complètement, en revenant dans des publications récentes sur l'utopie et la ville, après avoir publié en anglais les textes du groupe Utopie, et en s'intéressant à une figure idéale typique qui est celle de Rem Koolhaas, sur lequel il vient de faire paraître ce printemps un petit livre dans l'excellente série des éditions B2. Alors, quant à Vincent Feltès, si je retrouve mes notes, Vincent Feltès est un ancien élève d'HEC, mais c'est aussi un historien, ce que je ne savais pas avant de l'avoir invité. Il a défendu un DEA d'histoire contemporaine à l'IEP de Paris et il s'est intéressé notamment à l'histoire financière avant d'enseigner à l'Institut d'études politiques de Bordeaux la communication publique et politique et les relations avec les partenaires sociaux. Il a une trajectoire assez remarquable dans le champ politique, à la fois nationalement et localement. Nationalement comme responsable du Parti socialiste aux nouvelles technologies, et localement, c'est un peu de là que se trouve l'origine de son invitation aujourd'hui. Il a été maire de Blanquefort, dans l'agglomération de Bordeaux, entre 2001 et 2008, où il a conduit une politique urbaine très innovante, puis il a présidé la communauté urbaine de Bordeaux, et présidé également la fédération, il continue à le faire, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Il était député de la Gironde jusqu'à ces derniers mois. Il a rendu son siège à la députée titulaire Michèle Delaunay et conseille désormais donc le président de la République dans ses rapports avec les élus locaux. Il avait remis en 2003 à la ministre de la Culture un rapport sur l'enseignement de l'architecture en France au terme d'une assez large concertation et a été un des pivots d'une mission d'information sur la création architecturale créée par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dont je suis particulièrement curieux. Voilà donc pour les présentations ce matin. Et je voudrais dire quelques mots d'introduction avant de passer la parole à Christiane Freigang. En retournant, puisque c'est ce à quoi y invite le titre de cette rencontre, qui est aussi le titre à l'enseigne duquel j'ai placé le pavillon de la France à la Biennale de Venise, qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines. Et je ferai donc un bref détour par Venise, en évoquant cette biennale qui, depuis une trentaine d'années, est devenue sans conteste la manifestation la plus importante de la culture architecturale mondiale. Après, pourrait-on dire, l'éclipse des musées et des salons. Les seconds, les salons, ont perdu leur pertinence pratiquement depuis l'entre-deux-guerres, alors que les provocations de Le Corbusier et de quelques autres avaient eu les salons pour cadre. Quant aux musées, il suffit de voir que le Musée d'Art moderne de New York, qui est une institution de référence, n'a émis aucun message fort depuis 1988 sur l'architecture contemporaine. C'était l'exposition à l'enseigne douteuse d'ailleurs du déconstructivisme. Donc, sous la conduite de Rem Koolhaas, la manifestation vénitienne de cette année est la première aussi à s'appuyer sur la recherche historique. Et c'est en cela qu'elle est intéressante pour nous aujourd'hui, dans une double perspective, celle de présenter ce que Koolhaas appelle les fondamentaux de l'architecture et de recenser par ailleurs la façon dont la modernité aurait été absorbée au travers du monde. Dans un premier temps, Koolhaas avait donné son accord pour participer à la rencontre d'aujourd'hui, et évidemment on aurait pu l'interroger, mais la pression consécutive à la Biennale l'en a en définitive empêché. Je voudrais donc, en son absence, mais évoquer quand même son propos et y répondre dans une certaine mesure. Dans l'argumentation qu'il a présentée pour préparer la Biennale, Koolhaas a défini en termes visuels, à son habitude, manipulant des images, la modernité uniformisatrice comme étant essentiellement, sinon exclusivement, américaine. Cette modernité, celle des grandes boîtes des centres commerciaux ou des murs rideaux en verre. De mon côté, je voudrais formuler une hypothèse assez différente, selon laquelle ce ne serait pas non une, mais des modernités concurrentes ou parallèles qui auraient été absorbées dans les contextes nationaux ou régionaux.
La France en particulier exporte des modèles tout autant qu'elle en importe. Des modèles qui opèrent dans des registres distincts, celui de la composition, telle qu'elle s'est enseignée aux Beaux-Arts, celui de la structure, avec ce que l'on a pu appeler l'ossaturisme de Perret, ou encore dans le champ de la technique, avec les panneaux préfabriqués de Camus. L'illustration qui sert, que je ne vous projetterai pas, qui sert d'icône au programme de ce colloque, le béton armé rayonnement de la pensée et de la création française dans le monde, publié en 1949, rend compte admirablement d'ailleurs du narcissisme qui a parfois accompagné le discours sur la prééminence française. La notion d'absorption de la modernité qui est mise en jeu dans la problématique d'ensemble de la Biennale rend compte de la diffusion à l'intérieur des cultures architecturales nationales des idéaux hégémoniques et notamment celui de l'américanisme. Mais pour en rester au champ sémantique de la physique, absorption, c'est un terme de physique, je repérerai cependant, dans le cas de la France, un autre phénomène plus proche de celui de l'adsorption, qui dénote la fixation d'atomes ou de molécules sur une surface leur restant largement imperméable, comme l'a parfois été la production française, imperméable. Il est aussi important de noter que les scènes nationales ayant absorbé la modernité, telles que l'architecture nord-américaine en a fixé le canon, n'en ont pas été le réceptacle passif. Pour juste un exemple, pour en rester un programme fétiche comme celui du gratte-ciel, les tours de verre qui ont essaimé dans le monde depuis les années 50 sont autant issus de la Lever House de Gordon Bunshaft à New York que du Seagram Building de Mies, qui prolonge directement les recherches qu'il avait entreprises en Europe. À ce point, il n'est pas inutile, et j'en ai rapidement terminé de ces mots, de ces paroles trop longues, il n'est pas inutile de rappeler les difficultés sémantiques qui accompagnent notre entreprise. Il est difficile d'isoler le phénomène de la modernité du phénomène plus général, du processus plus général de la modernisation. Et il est aussi utile de limiter strictement l'usage du terme irritant, à mes yeux, de modernisme, utilisé aux États-Unis et parfois en Belgique d'ailleurs, je crois, dont l'acception est presque uniquement stylistique. De ce point de vue, l'éphémère postmoderniste dont l'acte de naissance est vénitien, le slogan était apparu au grand jour lors de la Biennale de 1980, apparaît rétrospectivement bien précisément stylistique, comme une réponse à l'étroitesse du modernisme, bien plus qu'une remise en cause de la modernité, condition qui n'a guère été ébranlée par cette épidémie des années 80. La révolte postmoderne n'a pas seulement été fondée sur le rejet des langages usés de l'architecture moderne, qui semblent depuis avoir retrouvé leur vitalité, disais-je, elle s'est nourrie d'une attitude de rejet largement partagée dans la société, auquel le terme de menace fait allusion dans mon propos. Je ne me range nullement, cependant, on l'aura compris, parmi ceux qui ont vu dans l'architecture moderne une sorte de complot totalitaire, tel Tom Wolfe dans son pamphlet de 1981, From Bauhaus to Our House, dont le titre en français est tellement idiot que je ne le citerai pas. Il est simplement possible de constater que l'expérience de la modernité architecturale, qui promettait un environnement à la hauteur des techniques et de leur progrès et répondant aux attentes sociales, a eu des résultats pour le moins contradictoires. Les attentes suscitées par ce programme ont été comblées dans certains cas. Je pense évidemment à la clientèle élitiste des villas modernes ou aux habitants des Siedlungen de Francfort-sur-le-Main, en tout cas pendant un certain temps. Mais dans beaucoup de cas, les tentatives expérimentales des premiers modernes ont été défigurées dans le second après-guerre, lors du passage à la production de masse orchestrée par les opérateurs privés les opérateurs publics ou le secteur privé. La vie meilleure annoncée et assurée dans certains cas par les cités-jardins, les grands ensembles et les rénovations urbaines que symbolisaient des esthétiques nouvelles n'a été garantie, je dirais, qu'un temps, et la vulgarisation des nouvelles méthodes de projet n'a fait, à quelques exceptions près, qu'ajouter aux difficultés sociales et à la ségrégation urbaine. Pour paraphraser le discours politique, faudrait-il en conclure que la ligne était juste, mais qu'elle a été mal appliquée? Il est utile en tout cas de mesurer ce qu'ont été les conditions et les effets de la rencontre entre les formes expérimentales et la production de masse. Ce nécessaire effort de réflexion doit échapper à la fois au mode épique de l'histoire et à l'enfermement monographique pour penser les formes de l'ajustement entre proposition architecturale et commande,
afin de cerner ce que les développements intervenus en France ont eu de spécifique, tout en restant d'ailleurs poreux aux transformations parallèles de la culture européenne. J'ai proposé 3 hypothèses pour tenter de comprendre cette spécificité que je souhaiterais en quelque sorte mettre en jeu aujourd'hui, en conclusion. La première, d'ordre politique, porte sur le rôle déterminant de l'État dans la conduite des programmes portant sur l'urbanisme, l'habitation ou les services collectifs, qu'ils soient directement réalisés par les collectivités publiques ou déterminés par l'encadrement que celles-ci exercent. Un autre phénomène inscrit dans la durée est celui de l'emprise exercée par l'École des beaux-arts de Paris, non seulement sur l'enseignement, mais aussi grâce à la force des méthodes de projet qui s'y transmirent pendant 150 ans sur le travail professionnel. Une lecture attentive de la production du troisième millénaire permettrait de détecter son ombre portée dans nombre de projets marqués au sceau d'une certaine radicalité, projets qui se donnent comme hypermodernes, mais dont l'obsession pour l'image laisse parfois transparaître une filiation avec les rendus de l'école. Cette emprise, on le sait, n'a pas été contenue dans les frontières nationales, mais s'est étendue largement pendant des décennies au reste du monde. Enfin, troisième dimension durable, elle renvoie aux propos à mes yeux fondamental de l'historien de l'art suisse Siegfried Giedion, qui, dans son premier livre consacré à l'architecture moderne, centré sur la France, érigeait ce qu'il appelait le tempérament de constructeur français en caractéristique première de la scène qu'il observait. Pertinente alors que la production de Perret ou de Freycinet battait son plein, tempérament de constructeur s'y révélait, cette remarque a-t-elle encore un sens à l'intersection de l'architecture et de la pensée technique contemporaine? Voici donc quelques questions pour nourrir la conversation que nous aurons ce jour dans une perspective européenne, en commençant donc par un point de vue venu d'Allemagne, en croisant des regards d'historiens, d'architectes, de chercheurs, et aussi cet après-midi d'architectes actifs aujourd'hui. Donc merci à tous pour être venus, et je passe la parole à Christian Freigang.